Alors là, je vais parler d'une relation très importante qui va nous faciliter parce que le problème le plus important ici dans les espaces vectoriels, c'est de trouver des bases. De trouver des bases sur lesquelles on exprime les vecteurs et sur lesquelles donc on peut faire le calcul. Donc sans base, on ne peut pas faire les calculs, ça devient abstrait. Et donc là, nous avons besoin de connaître et de construire les bases. Donc nous avons une relation qu'on appelle la relation de fermeture qui va jouer un rôle très important dans l'identification des bases de l'espace F. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire la relation de fermeture? Donc vous prenez un ensemble qu'on va supposer orthonormé, mais pas nécessairement une base. Vous voyez, donc dans les espaces vectoriels, si vous vous rappelez, on écrit toujours il y a les familles génératrices et libres pour qu'elles soient une base. Il peut être libre, mais pas une base. D'accord? Donc là aussi, on peut dire, voilà, donc dans le même sens, vous avez un ensemble de vecteurs qui sont orthonormés, c'est-à-dire leur norme égale à 1, ils sont orthogonaux entre eux. Alors pour qu'il soit une base de F, il faut qu'il satisfasse une relation supplémentaire dite relation de fermeture. Alors qu'est-ce que c'est que cette relation de fermeture? Vous prenez donc par exemple EI comme une base de F et vous prenez une fonction d'onde quelconque. Donc vous pouvez exprimer cette fonction sur cette base. Une fois que vous avez exprimé, vous utilisez le fait que les coefficients sont produits scalaires de EI avec psi. Et là, vous utilisez la définition de produit scalaire et vous allez donc vous rendre compte que vous devrez prendre cette condition sur les EI pour avoir donc le psi égal à psi. Et là, donc, on doit utiliser ce qu'on appelle la définition de Dirac. Et donc, vous avez cette relation où vous avez la sommation sur les I, mais les R qui sont différents, R', et qui vous donnent cette fonction qu'on appelle la fonction de Dirac. Et cette relation, bien sûr, il a été donc introduite par Dirac pour la première fois, et donc c'est pourquoi donc, on l'a appelée la fonction de Dirac. Donc cette relation est très important. Donc si vous avez un ensemble inversement, si vous avez un ensemble orthonormé avec cette relation qu'on appelle la relation de fermeture ou bien la relation de complétude, eh bien vous aurez une base de l'espace des fonctions d'onde F. Donc c'est très important. Alors ça veut dire quoi, si vous voulez, donc parce que donc dans l'analyse vectorielle usuelle, il n'y a pas d'équivalence à cette relation. Donc, mais sur les fonctions, bien comme on va le voir aussi dans la formulation de Dirac, c'est une relation qui reflète quelque chose qui ressemble à la projection. Donc c'est comme si vous avez par exemple un vecteur à 3 dimensions, vous le projetez sur le plan. Alors sur le plan, si vous projetez le vecteur à 3 dimensions sur un plan, vous aurez deux vecteurs, bien un vecteur sur le plan qui a deux composantes. Maintenant, si vous sommez ces deux composantes, vous ne pouvez pas remonter au vecteur. Il vous faut une troisième projection. Donc, c'est ça l'équivalent de la relation de fermeture. C'est-à-dire, si vous sommez toutes les projections possibles, vous aurez le vecteur de départ. Donc, vous avez un vecteur de départ, vous faites les projections. Si vous sommez ces projections, vous avez le vecteur de départ, vous avez une base. Si vous n'avez pas le vecteur, vous n'avez pas une base, et donc c'est ça la complétude ou bien la fermeture. Alors là aussi, en mécanique quantique, nous aurons besoin non seulement des bases continues, mais aussi des bases discrètes. Pardon, le contraire, je veux dire. Donc nous avons besoin des bases continues aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire les bases continues? Alors c'est la différence, c'est au niveau de l'indice des vecteurs. Auparavant, vous vous rappelez, j'ai parlé des vecteurs avec un indice ici entier.
Alors on peut généraliser, avoir des fonctions, mais avec un indice qui est continu. Alpha est un indice continu. Ça peut être un ensemble de nombres réels, 1 ou 2, 3, ça dépend. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait pour faire nos calculs? Eh bien, la sommation discrète sur le i pour les bases discrètes devient une intégrale sur l'indice alpha. Donc l'intégrale sur alpha. Et le symbole de Kronecker delta ij qui est égal à 1, si i égale à g0, c'est i différent de g, ça devient la fonction de Dirac delta de alpha moins alpha prime. Et là, donc, à partir de cette base, vous pouvez là aussi exprimer les fonctions d'onde sur cette base, mais vous voyez ici, donc, on a remplacé la sommation discrète avec l'intégrale sur d alpha, et les coefficients maintenant, ou bien les composantes de psi relativement à cette base, on va les noter C de alpha. C'est donc parce que l'indice ici maintenant, ce sont des indices continus. Alors si C alpha, bien sûr, sont uniques, une fois vous choisissez la base pour chaque psi de R. Alors là aussi, donc vous avez le produit scalaire de deux vecteurs qui sont des vecteurs de base continue. Alors là, c'est égal à la fonction de Dirac au lieu de symbole de Kronecker. La relation de fermeture, alors là, on va sommer sur alpha avec des R et R' différents. Ça donne la fonction de Dirac à 3 dimensions, parce que ici, vous avez les vecteurs à 3 dimensions. Delta de R moins R'. D'accord? C'est delta X moins X' fois delta de Y moins Y' fois delta de Z moins Z'. Et donc, la même chose, une fois que vous avez choisi la base, vous pouvez écrire les produits scalaires et la norme en fonction des coordonnées ou bien des composantes de ces vecteurs sur la base W alpha. Donc, par exemple, le produit scalaire entre psi xi, ça va s'écrire sous cette forme, et le module au carré sous cette forme, et bien sûr, pour psi xi écrite avec les coefficients C alpha et D alpha. Alors, remarque ici très important, qui diverge ici. Donc, vous voyez, donc si je prends, parce que la fonction de Dirac, quand alpha est égal à alpha prime, c'est alpha delta de, ça c'est pour alpha, alpha prime est égal à delta de alpha moins alpha prime. Et donc, quand alpha est égal à alpha prime, c'est l'infini. Et donc, ce n'est pas des vecteurs ni de f ni de L carré. Donc, mais les fonctions de tous les éléments de f se décompose de façon unique relativement à cette base, malgré que ce n'est pas une base de f, mais on peut décomposer les fonctions sur cette base. Et c'est ça leur importance. Alors voilà exemple par exemple de base continue qu'on va rencontrer par la suite. Ce sont ce qu'on appelle donc les bases position et la base impulsion. Donc je prends alpha comme un ensemble de 3 nombres réels, x, y, z, ou bien un ensemble de 3 nombres réels aussi, mais qui représentent les composantes de l'impulsion, px, py, pz. Donc, si vous vous rappelez, nous avons donc, dans la définition de la fonction de Dirac, nous allons donc écrire cette base sous cette forme, donc W de R' est égal à delta de R moins R', et W de P, donc ça c'est alpha, donc le R ici, qui sont des fonctions de R, est égal à 1 sur 2 pH bar, 3 à la puissance 3 demi, exponentielle et PR sur H bar. Alors, à partir de la définition de la fonction de Dirac et de la transformée de Fourier, on peut voir ces relations comme étant une décomposition de la fonction sur une base qui est donc une base continue. Donc, il est facile de vérifier que ces deux bases, bien sûr, ne sont pas dans f, mais toute fonction, à partir de la définition de Dirac, vous vous rappelez, psi de r, c'est... Donc, je peux remplacer delta de r' comme ça, et donc, vous voyez, j'ai l'intégrale sur l'indice de sommation.
La même chose ici pour la transformée de Fourier inverse. Psi de R, je peux l'écrire sous cette forme. Et ce terme-là, avec ce produit, je peux l'écrire W. Donc voilà, vous voyez donc la fonction d'onde, soit à partir de la définition de Dirac ou bien la transformée inverse de Fourier, je peux la voir comme une décomposition sur une base qui permet donc de donner les fonctions, les coordonnées de la fonction d'onde.